propose d'enchaîner avec la présentation d'Isabelle, qui va faire un focus sur l'Asie, qu'on a peut-être un peu trop tendance à méconnaître, et nous faire un retour de son expérience en tant que directrice d'Ubifrance à Shanghai. Voilà, je lui laisse la parole. Merci, je vais rester assise. Voilà. Voilà, alors sur les élites et la mondialisation, je me suis dit que effectivement, avec l'asiatisation du monde, il était important peut-être de sortir de son ethnocentrisme et se décaler un petit peu. La première des choses, attendez, on va mettre le PowerPoint. Je vais vous citer un article que j'avais lu dans Le Monde diplomatique en 98 de Denis Duclos, qui m'avait beaucoup impressionné. Et c'est amusant parce que quand Christina m'a dit c'est sur les élites et la mondialisation, j'ai retrouvé cet article. Je vais juste en lire deux petites paragraphes. Lorsque 90% des habitants de la planète dépendront des mêmes maîtres connus, ceux-ci vivront dans la peur d'une révolte fatale. Il est donc vital pour le capitalisme, à l'heure de la mondialisation, que croisse une hyperbourgeoisie en proportion numérique de sa nouvelle puissance et que celle-ci entre dans des rapports de civilité avec les autres composantes de la société. La création de l'univers libéral n'échappe pas au genre, elle permet à l'élite autoproclamée de survoler l'océan des 100 grades. On ne comprendrait pas les évolutions économiques sans voir qu'elles participent du même jeu des puissances comparées. Or, ce n'est plus à l'aune des États-nations que se mesure la puissance, mais à la place des multinationales. Une nouvelle grille reconstruit l'enjeu symbolique, politique et social caché derrière le flux abstrait de l'argent. Émerge alors une nouvelle classe dirigeante d'envergure universelle. Il est temps d'en esquisser l'analyse. Voilà, donc ça c'était pour fixer un petit peu les enjeux du débat. Et ensuite, donc là, j'ai retrouvé quelques petites phrases de certaines personnes. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ces élites mondialisées, c'est quand même des enjeux majeurs pour les grandes sociétés multinationales, parce que quand on voit de faire travailler ensemble des Américains et des Japonais, c'est comme mélanger du hamburger et des sushis. Donc vous pouvez voir le résultat, les choses ne sont pas évidentes. Il y avait aussi une autre citation d'une grande société technologique, et là je vais le dire en anglais. Human values, integrity and innovation drive us. I win when my team wins. My team wins when Wipro wins. Wipro wins when its customer and stockholder wins. Donc là, c'est pour s'interroger sur ce leadership mondial. Quelles peuvent être en fait les qualités intrinsèques pour marcher dans la mondialisation? Je crois que, de mon point de vue, il faut avancer là, pardon. Voilà, encore une. Je crois qu'on a dépassé l'ère du manager. Il faut vraiment, dans l'internationalisation du monde, avoir de vrais leaders. Le management est plus centré sur le contrôle, la coordination, la communication, avec quand même des rapports hiérarchiques, et produire justement des process de l'ordre. Tandis que le leadership est beaucoup plus horizontal, il doit créer du mouvement, du changement, il doit créer la vision. Et donc, la phrase me semble intéressante. Les managers font les choses right, c'est-à-dire bien, mais les leaders font les bonnes choses. Voilà. Merci. Donc là, j'avais retrouvé aussi une espèce de grille des compétences inhérentes au leadership. Et à mon grand étonnement, c'est quand même une étude qui date des années 90, le mot d'internationalisation et de globalisation n'apparaissait pas encore. Donc on est quand même dans un champ qui mérite d'être vraiment exploré. Je citerai juste René Barbier, qui est un grand sociologue et qui vient de faire dans une revue de formation tout un article très intéressant sur le manager sensible. Voilà, alors qu'est-ce que le leadership ? Eh bien, c'est comme la beauté, c'est difficile de le définir, mais quand vous le voyez, vous êtes sûr que c'est bien ça. Voilà. Alors ensuite, c'est pour ça que c'est très intéressant, et sans s'être vraiment parlé, on est assez complémentaires. L'impact de la culture sur le leadership est absolument essentiel. Le PDG de Sony disait...
Mais écoutez, quand je suis en Amérique, on me dit qu'il faut que je réduise les coûts. Au Japon, c'est pas possible puisque les deux mondes sont différents. Dans un des pays, c'est possible. Dans d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que d'avoir un leadership, je dirais, uniforme, homogène, est quelque chose d'impossible. Donc ça rend en plus les compétences du leader beaucoup plus complexes. Donc là, je n'ai pas traduit, mais c'est une étude que j'ai retrouvée de Harvard Business School et qui montre en fait ce que, culturellement, dans les différents pays, on attend d'un leader. Alors je vais être assez rapide. Au Mexique, en fait, on attend du leader qu'il soit un instructeur, un pédagogue, un petit peu une figure parentale. En Malaisie, on le demande plutôt de se comporter de manière humble, modeste et digne. En revanche, les Égyptiens, il faut que les leaders soient des héros. Les Japon, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une notion même de leader symbolique. Et quand on parlait hier de la reconnaissance de la faute, on a bien vu ce qui s'est passé à Fukushima. Les leaders se sont eux-mêmes retirés. Je pense que là, on a beaucoup à apprendre d'eux. Alors, pardon, les Américains, alors c'est Harvard, hein, donc c'est pas moi qui le dis, ils sont assez schizophréniques parce qu'ils veulent un petit peu le beurre et l'argent du beurre, mais ils les veulent risk-oriented, c'est-à-dire quelqu'un qui prend son courage à deux mains et qui est quand même, là je trouve, c'est quand même une constante des Américains, un powerful body, c'est vraiment, on essaie de tirer le meilleur de chacun et il faut être inspirant, comme on dit. Nos amis tout près, au sein de l'Europe, les Danois, eux, prônent l'égalitarisme. Et je suis surprise de voir dans cette étude que même les enfants à l'école n'osent pas dire que leurs parents sont managers. Quand on se penche sur l'Afrique, au Nigeria, on demande aux leaders d'être en fait le modèle de l'ancien chef tribal. Là, tu pourras nous dire si effectivement les Puriviens sont effectivement dans une recherche de la prise de décision et de l'autorité. Alors on en vient enfin à la Chine. Là, c'est très intéressant parce que ils ont une nature, ils incarnent en fait une relation très personnelle avec leurs collaborateurs, à tel point qu'il n'y a pas de séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, puisqu'ils traitent leurs intérêts et les intérêts de leurs collaborateurs au même titre que les siens. Alors, comment nous sommes perçus par nos amis américains? Pour les Français, le leader, il doit être highly cultivated, donc très éduqué, et maîtriser les arts et les mathématiques. Alors, je ne sais pas si on va aller très loin avec tout ça. Voilà. Juste un petit détour sur les origines du leadership, parce que je pense que c'est quand même une question centrale pour bien délimiter en fait les deux champs Occident-Asie. Pour les Grecs, effectivement, c'était une manière de faire le lien entre la ville idéale, l'organisation sociale idéale et la réalité. Donc les bons leaders sont ceux qui, en fait, améliorent le système d'organisation sociale. En revanche, pour nos amis chinois, le leader et même l'empereur ne visaient qu'à créer de l'harmonie sociale avec justement une complémentarité des forces. Et pour eux, les bons leaders, on le verra, on analysera ça de manière un peu plus précise tout à l'heure, ils saisissent les opportunités et peuvent même incarner le non-agir si effectivement l'organisation qu'ils ont mis en place le permet. Alors, on en vient justement aux approches et aux logiques différentes entre l'Orient et l'Occident. Pour les Occidentaux, le leader, il doit travailler sur un plan d'action avec des objectifs communs, alors qu'en fait, le Chinois, il va en fait se mettre dans la position de regarder d'abord l'extérieur et se dire où sont les opportunités, comment le monde évolue, et l'intérieur de son organisation devra s'adapter au monde extérieur. Alors que nous sommes plutôt dans la maîtrise et dans le fait qu'on veuille que la réalité rentre dans notre modèle. Donc, il est beaucoup plus intéressant pour un Chinois
de se laisser bercer par le non-agir, qui n'est pas le non-action, mais en fait attendre que les conditions soient réunies pour agir. Donc on cite souvent le grand stratège Sun Tzu, qui a écrit L'Art de la guerre. Et donc pour eux, le vrai leader, il doit être bien sûr créer de l'influence sur ces sujets, mais ce qui est intéressant, c'est que le chinois doit toucher non seulement l'esprit, mais aussi le cœur de l'individu. Il doit être effectivement, je dirais, non pas essentiellement des experts, mais il doit prendre effectivement ses collaborateurs dans son ensemble, dans sa vie, dans ses problématiques globales. Et là où je trouvais que c'était intéressant par rapport à la discussion d'hier, c'est qu'il faut bien que le leader comprenne qu'il faut saisir les opportunités dans les forces de ses équipes, mais aussi travailler sur ses faiblesses qui peuvent, dans certaines circonstances, devenir des forces. Alors, si j'y arrive... Ça va en termes de timing? Ouais, tout va bien. Alors, paf. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces leaders mondiaux internationaux? Ah non, attendez. Alors, c'est bon, là? Voilà. On va passer directement à l'autre, s'il vous plaît. Donc, pour approfondir un petit peu les deux conceptions occidentales et orientales du monde, j'ai essayé de résumer. Alors, il y a des thèses, il y a des milliers de grands sinologues qui ont écrit sur la question. Donc, pardonnez-moi, tout ça est quand même assez caricatural, mais au moins, ça donne un petit peu un axe de réflexion. On parlait de la notion du temps, qui est absolument essentielle, la gestion du temps dans le monde moderne, avec l'accélération, la vitesse, l'évolution technologique. Nous avons une conception du temps très linéaire, c'est-à-dire nous partons d'un point A, il faut arriver à un point B, et donc nous avons toutes nos séquences avec nous, nos process, et en fait, quelquefois, nous évaluons même nos collaborateurs, non pas sur le résultat, mais même sur la manière dont ils appliquent le process. On voit bien d'ailleurs toutes les certifications ISO 9000 qui sont très lourdes et qui, en fait, pour réussir, il faut respecter le process. La conception asiatique, c'est pas du tout ça. Vous avez un temps, vous partez d'un point A, vous partez et vous devez arriver au point B, mais peu importe effectivement les moyens que vous utilisez, et surtout, ça peut être un temps circulaire. Vous pouvez faire des allers-retours. La question n'est pas là. Je vais tout de suite en profiter. On va d'abord expérimenter quelque chose. Si ça ne marche pas, on va essayer autre chose. On peut faire du recul, mais tout ça n'est pas un problème. Parce qu'après, en ayant examiner toutes les solutions, et surtout quand on est dans un temps circulaire, on voit bien qu'on est beaucoup plus intégré dans l'environnement extérieur et qu'on peut saisir les opportunités. Eh bien, c'est une conception effectivement très très différente. Ça, c'est lié à notre système philosophique, hein, et il faut le dire. Donc Platon, Socrate, Aristote, Descartes, Pascal. De l'autre côté du monde. Je dis toujours, si jamais on me disait, mais à quel siècle voudrais-tu vivre? Je pense que le 5e siècle avant Jésus-Christ, entre Platon et Socrate, en Europe, et Lao Tzu, Chuang Tzu et Confucius, ça devait être quand même une époque assez incroyable. Nous sommes, nous, dans la maîtrise du monde. L'homme doit maîtriser la nature, et c'est pour ça que nous avons été très performants dans la recherche scientifique. Donc, en revanche, de l'autre côté du monde, ce qui prime, c'est le livre des mutations. Seul le résultat compte, comme je l'ai dit, mais le chemin démarre, comme dit Lao Tzu, 10 000 pas démarrent par le premier pas. Et donc, on chemine doucement, sans être dans une pression de maîtrise, puisque quand même vous regardez la peinture chinoise, vous voyez bien que dans les paysages, l'homme est tout petit et quelquefois il n'existe même pas. Voilà. La conception occidentale, malheureusement, on voit que ces respects des process peut vous entraîner beaucoup de rigidité, de maîtrise, il faut prévoir les actions. Et souvent, malheureusement, les anticipations rationnelles fait qu'on regarde beaucoup dans le rétroviseur et non pas devant. En revanche, le chinois va être dans la flexibilité, la souplesse, le lâcher-prise, le wu-wei, comme ils le disent. Voilà, donc toutes ces différences font que pour l'Occident, et on voit bien la crise que nous vivons, l'incertitude est un risque majeur.
Alors que pour le chinois, même la conception, le caractère chinois de crise, c'est bien sûr menace, mais c'est surtout opportunité. Donc en fait, la crise est une opportunité pour les Chinois. Alors derrière tout ça, il y a aussi une conception qui est à mon avis très intéressante, c'est que nous sommes imprégnés de religion, en tout cas de philosophie judéo-chrétienne, et il y a vraiment la séparation du corps et de l'esprit, et l'âme est toujours supérieure, et l'esprit, nous sommes effectivement que cette partie du corps. Là, on l'a vu, le leader touche le cœur. Et c'est très, très, très essentiel. Quand on travaille avec des Chinois, on leur demande, mais où se passent effectivement vos réflexions? Il dit, je pense avec mon cœur. En revanche, donc pour nos amis chinois, le corps et l'esprit sont dans une unité parfaite. Et qu'est-ce qui fait le lien entre ces deux, le corps et l'esprit? C'est effectivement cette énergie, donc on appelle le qi, et qui en fait permet cette sécularité et cette unité du corps. Voilà, alors après on pourrait encore parler longtemps sur qu'est-ce que ça a généré pour l'Occident, donc effectivement l'individualisme, le libéralisme. Pour nos amis chinois, pendant quand même tout l'Empire, c'était quand même le collectivisme, c'est-à-dire que l'harmonie sociale est supérieure à la somme des intérêts particuliers. Et on s'aperçoit qu'en fait, le nouveau modèle et même, enfin, le communisme n'a que 50 ans en Chine, alors ils ont plus de 5 000 ans d'histoire. On voit qu'en fait, le collectif continue de primer sur l'individu. Et donc, on pourra en parler peut-être à la fin. Le concept de démocratie plaqué à la Chine n'a aucun sens, en fait. Alors, quand on regarde ces deux conceptions, après on se dit... Quelle conception du monde est-elle la mieux à même à penser la complexité? Je vous laisse choisir. Voilà. Alors, brièvement, je veux juste aussi remonter un petit peu l'histoire. Je trouve que ce graphique est vraiment très, très, très intéressant. C'est qu'en fait, la Chine est en train de reprendre la place qu'elle occupait au XVe siècle. Et ça ne surprend personne. En tout cas, pas les Chinois qui, eux, sont sûrs que le temps et l'éternité sont pour eux. Voilà, donc un marché d'opportunités, c'est ce que j'essaie de dire à toutes les entreprises qui viennent nous voir. Deuxième économie mondiale en 2010 et d'ici 2020, ils dépasseront les États-Unis. Donc en phase d'équipement majeur, hein, avec une planification inscrite, c'est-à-dire ils ont une vraie politique industrielle, mais on sait où est-ce qu'ils veulent aboutir. Et comme je disais, le chemin est sinueux et eux-mêmes font appel à tous les meilleurs think tanks du monde pour s'inspirer de toutes les meilleures idées, enfin, ils sont très forts dans l'analyse comparative. Alors, beaucoup d'efforts dans la dépense recherche-développement. Ils ne veulent plus être l'usine du monde. On verra les montants importants. Et puis, donc, ce qui est aussi très intéressant, et ça, on l'a pris en pleine figure, c'est l'émergence des acteurs économiques chinois sur la scène internationale. J'avais le président d'Alcatel il y a 10 ans en Chine, qui n'arrêtait pas de faire des PowerPoint à son siège en disant « Mais vous savez, il y a des petites boîtes qui s'appellent Huawei, ZTE, qui commencent à nous damer le pion. » Et à chaque fois, on ne l'écoutait pas. Et puis maintenant, c'est le deuxième et troisième... Enfin, ils sont devenus premiers et deuxième mondiaux. Et surtout, ils nous concurrencent sur les marchés tiers. Voilà. Alors la Chine dans la mondialisation, ça lui pose quand même un problème parce que elle n'en a pas fixé les règles. 49, Mao, une forme d'isolement majeur, puisque là l'année prochaine on va fêter les 50 ans de reconnaissance de la France par De Gaulle. Donc les Chinois sont très très sensibles à cet aspect des choses. Il faut dire qu'il fallait être assez visionnaire en 1964 de reconnaître ce pays sur la scène internationale. Donc les Chinois considèrent que ce système, toutes les organisations internationales ont été créées par l'Occident et quelque part ils ont un petit peu du mal à trouver leur place. Donc on voit bien que bien sûr ils ont obtenu un siège au Conseil national de sécurité et on voit bien que maintenant la vie de la Chine, que ce soit sur les problèmes syriens, Iran, et là ça chauffe sur la Corée du Nord, c'est très important qu'on puisse leur parler. Au FMI, ils ont même augmenté leur part et je crois que Mme Lagarde a fait un geste magnifique en nommant comme directeur adjoint M. Jiang Ming, qui était le président de la PBOC.
Voilà, à l'OMC, c'est majeur pour nous parce qu'ils deviennent très très forts. Ils ont compris que l'OMC était une enceinte de lobbying et ils ont mis des équipes énormes. Et donc maintenant, ils nous dament le pion et on perd à l'OMC en arbitrage assez souvent. Je voulais juste montrer quand même que quand on parle de déclin de la France, qui dirige le FMI, c'est une Française, et qui dirige l'OMC, c'est aussi Monsieur Lamy. Ça, c'est juste pour faire un petit peu cocorico. Voilà. Dernière chose aussi, je pense que l'événement majeur qui arrive, c'est l'internationalisation du renminbi, la monnaie chinoise. Et là, on en parlait tout à l'heure, c'est bien les Chinois qui financent le déficit public américain. C'est eux, en fait, qui ont d'une certaine manière sauvé l'euro. Et donc, il va rester 3 monnaies, le dollar, le renminbi, une fois qu'il sera totalement convertible. Voilà. Un dernier aspect sur le système politique. Comme vous le savez, lundi, donc c'est-à-dire hier, la Chine s'est dotée d'un nouveau gouvernement avec un nouveau président de la République, un nouveau Premier ministre. Et le président de l'Assemblée nationale a dit « Nous ne copierons pas le système politique occidental et il ne nous correspond pas ». Voilà. Et donc, comme ce matin, c'était le défi de l'Internet, sachez qu'il y a en Chine 400 millions de blogueurs. Et c'est un vrai défi pour les autorités chinoises. Ils ont mis des pare-feux, il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui contrôlent l'Internet chinois. Néanmoins, ça devient quand même difficile pour eux. Voilà, alors juste pour finir, je trouve cette carte intéressante. C'est la Chine a 25 provinces. Et HSBC a fait une étude. Si, à horizon 2020, on compare le PNB par tête des provinces en comparaison avec les pays dans le monde, voilà ce que deviendra la Chine. Vous avez des petits pays, Shanghai devient le Royaume-Uni, le Hubei c'est Hong Kong, la Nouvelle-Zélande, ensuite vous avez l'Arabie Saoudite, la Pologne, la Slovaquie, le Portugal, la Colombie, la Malaisie, voilà, donc, et même le Xinjiang devient aussi riche que l'Afrique du Sud. Voilà, l'émergence des classes moyennes, ça c'est quand même, en un regard, vous comprenez ce qui est en train de se passer en Chine. Et donc, la politique chinoise, c'est de dire on a beaucoup investi, maintenant il faut que la consommation prenne le relais. Voilà, la Chine innovante, ce sera peut-être le sujet de l'année prochaine, mais c'est juste pour dire qu'ils mettent le paquet. Hein, ils sont le 3e pays en effort R&D. Ils investissent 1,5% de leur PIB. Nous, on est quand même à 2,2, donc on n'est pas foutu. Mais ils ont 25 millions de chercheurs et ils investissent énormément en coopération. Pardon, est-ce que vous pouvez... Pardon. Voilà, encore. Dans les parcs technologiques. Et surtout, voilà, j'y viendrai, plus de 25% des entreprises européennes déclarent avoir constitué leur centre R&D en Chine, ce qui est assez important. Donc l'innovation indigène, vous voyez le nombre de brevets que la Chine dépose chaque année. La Chine se dote de talents extraordinaires. C'est vrai qu'avec un système aussi élitiste, la Chine est le pays qui compte le plus d'étudiants au monde. 25 millions sur un total de 140. Les Chinois ont constitué 16 des 40 millions de nouveaux étudiants dans le monde entre 2000 et 2005. Donc le nombre de diplômés est de plus de 20% par an. Plus de 100 nouvelles universités à construire à horizon 2020. Et la part des ingénieurs, des médecins ou d'étudiants engagés dans les matières scientifiques atteindra 50% d'ici 2020, alors que les États-Unis sont à 13% et 40% en Europe. Alors là, très brièvement, la présence française en Chine, il y a environ 1500 implantations françaises, un rythme assez fort de progression. Pratiquement la moitié sont dans la Chine de l'Est. Mais on nous parle que de déficit commercial entre la France et la Chine. D'abord, depuis 2 ans, il décroît, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et surtout, en fait, le chiffre d'affaires généré par toutes ces implantations est 3 fois supérieur au montant des exportations. Donc, nous sommes encore évalués sur des chiffres, ou en tout cas des systèmes statistiques qui datent du 19e siècle, alors que le monde a changé. Il faudrait maintenant calculer, en fait, où est la valeur ajoutée des produits. Si on calcule ça, justement, Pascal Lamy à l'OMC a fait une étude récente, le déficit sino-américain serait réduit de 100 milliards. Puisqu'en fait, les iPods sont créés en Chine, mais sont comptabilisés comme pratiquement une exportation chinoise vers les États-Unis, alors ce qui est absurde.
Voilà, donc les centres R&D français en Chine, vous voyez, on n'est pas en reste. Et je dois dire qu'on a créé au sein de l'ambassade un club R&D où tous les patrons de R&D viennent échanger sur leurs problématiques. Et tout ça est très passionnant. Voilà, alors je ne sais plus, c'était voilà, sur le leader, sur les sociétés. Bien sûr, l'enjeu majeur, c'est de devenir chinois en Chine. Et je crois que cette pub pour Dior, c'est la première fois qu'on montrait qu'une Oscarisée à Hollywood était séduite par un Chinois. Voilà. Pour finir, comment ? Ah mais on n'a pas fait de jugement de valeur, hein ? Oh, non, non. Elle essaie de partir, non mais... Non, l'histoire... Voilà. Il y a eu une étude quand même de 2011 auprès des patrons français, et là je trouve assez édifiant de voir qu'en fait ils sont en train vraiment de cyniser leurs équipes pour devenir justement vraiment locales, et donc à plus de pratiquement 50% à horizon de 3 ans ils se disent qu'ils pourront se passer d'expatriés. Par exemple, Schneider, le patron, le CEO Jacques Tricoire, est venu s'installer à Hong Kong, et toute son équipe, ils ont 15 000 personnes en Chine, il n'y a plus un Français. Mais alors, comment, voilà, la problématique que nous avons pour ces élites, c'est comment passer le relais pour gagner en équipe. Parce qu'il ne s'agit pas de laisser effectivement nos intérêts totalement aux mains des Chinois. Alors, bien sûr, la formation continue est une nécessité absolue. Outre l'EM Lyon, il y a Sciences Po Paris a développé des accents de coopération majeurs avec beaucoup de Chinois et d'institutions chinoises. Beaucoup de Chinois, enfin, ils sont quand même très très focalisés encore sur le système américain, sur Harvard, Stanford, MIT. Néanmoins, on voit que nous accueillons, nous, chaque année, 30 000 étudiants chinois, donc plutôt sur les matières, justement, management, voilà, management, gestion, finance, commerce. Et donc, on voit que vraiment l'axe majeur du développement, c'est le management, l'économie, les sciences de l'ingénieur et la gouvernance. Voilà. Alors, je voulais juste... on m'avait demandé de dire qu'est-ce que je faisais. Donc, allez-y. UbiFrance Chine, en fait, c'est une agence publique qui vise à internationaliser les sociétés françaises en Chine. Donc, leur permettre de mieux exporter, mais surtout aussi de trouver leurs distributeurs, leurs fournisseurs, et surtout bien s'implanter, puisque l'investissement, dans la plupart des cas, maintenant, est quelque chose de totalement contraint par les autorités chinoises. Donc, on est une belle équipe de 90 personnes sur 7 bureaux. On fait pas mal de choses au service des entreprises. On fait beaucoup de recherches. Je dis toujours, on est toujours les têtes chercheuses des opportunités commerciales. On fait 50 panoramas sectoriels par an, où là, on étudie effectivement où est la concurrence internationale en Chine, mais aussi la montée des acteurs émergents. Et ensuite, on met en contact les sociétés françaises avec leurs partenaires potentiels. Voilà, donc on fait aussi des opérations collectives d'envergure. Comme vous le savez, la Chine veut se doter d'un avion qui s'appelle le C919, qui à terme concurrencera Airbus et Boeing. Pour l'instant, l'avion prend du retard, et en tout cas, toute la motorisation de l'appareil a été gagnée par Safran. Et nous, ce qu'on essaye, c'est de faire venir un maximum de PME pour profiter effectivement de ces marchés qui se calculent en milliards de dollars. Voilà, alors il n'y a pas que nous, hein, on est toute une belle équipe de France sur la Chine, et on essaie, nous, en tout cas, de fédérer les énergies. On est aussi sur Weibo, et donc on a 25 000 followers, ce qui est déjà pas mal. Hein. Voilà. Et puis pour finir, donc, je crois qu'en guise de conclusion, on peut dire que cette élite mondialisée, elle aura la nécessité d'être adaptable, flexible, de travailler en réseau, de jouer avec la vitesse et de conserver sa vision. Pour moi, je dis toujours,
en tout cas pour la Chine, c'est très clair. Les Chinois, quel que soit le rapport que vous avez avec eux, il faut déjà établir la confiance et ensuite que ce soit un win-win game. C'est pour ça que nos amis avocats se régalent. À peine à peine un contrat est signé, qu'il est de suite renégocié. Si effectivement il s'avère que l'équilibre des parties est comment dirais-je, rompu, le Chinois renégocie de manière totalement normale. Donc, vous pouvez payer des frais d'avocat. De toute façon, vous perdez sa confiance et c'est vraiment pas la bonne manière d'aller devant les tribunaux. Alors, ayant vécu un petit peu à Lyon, je disais, il faut créer le tissu jacquard franco-chinois, c'est-à-dire qu'en fait, l'œuvre d'art est tellement belle une fois qu'elle est créée. Si vous commencez à tirer les fils pour retirer vos billes, vous détruisez l'œuvre d'art. Donc, créons des œuvres d'art en commun. Et je crois aussi beaucoup au métissage au métissage des élites. Parce que entre le leadership occidental et le leadership oriental, eux n'ont pas encore vraiment formalisé en termes de leadership la manière dont ils ont leur propre conception du monde. Alors il y a quelques occidentaux qui s'y intéressent et je crois qu'en fait c'est là où nous gagnerons. Je crois beaucoup à l'interdépendance du monde et surtout à son enrichissement mutuel. Voilà. Et pour finir sur la fin, comme vous savez, le 10 février, Marion Roland est devenue championne du monde. Elle avait là 12 ans quand elle rêvait de le devenir. Elle est devenue, et c'est ma filleule, voilà.